Michel. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Ravie de vous retrouver ce matin. Je suis animatrice du Club Auvergne-les-Volcans. Je remercie aussi tous les vacanciers qui sont présents ce matin parce que voilà, certaines personnes sont en vacances et nous font le plaisir de leur présence. Bienvenue aussi aux nouveaux entrants dans la communauté et aux personnes qui viennent la découvrir. Aujourd'hui, alors avant de démarrer cette capsule et puis d'accueillir Alessandro, je vais vous demander si vous le souhaitez, ben voilà, de prendre un tout petit temps, de pouvoir se poser pour pouvoir être complètement disponible pour cette capsule. Alors, quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous pouvez décroiser les jambes, mettre vos mains sur vos genoux et puis prendre un petit temps pour vous poser, pour vous accueillir, pour être pleinement présent pour cette séquence-là maintenant. Je vous invite, si vous le souhaitez aussi, à fermer les yeux et puis de vous connecter à votre respiration, tout simplement. Prendre contact avec l'assise de votre chaise, avec vos pieds. Et puis laisser passer quelques inspires et quelques expires pour vous accueillir pleinement dans ce moment que vous vous accordez, dans cette pause pour démarrer, pour continuer votre journée. Laissez venir votre inspire tranquillement et puis votre expire. Et prenez conscience, voilà, de cette connexion à votre corps et à vous-même. Et cela vous permet de mettre le mental de côté, le conscient, l'ego, et d'être plus présent pour démarrer cette séquence. Je vous invite à ouvrir les yeux. Bienvenue à tous. Alors pour démarrer sans plus attendre cette séquence, je vais vous présenter Alessandro. Alessandro, tu es expert APM depuis 4 ans, tu es aussi consultant, tu accompagnes des entreprises de toute taille dans tout secteur d'activité, en France, à l'étranger. J'ai personnellement eu l'occasion de te recevoir dans notre club il y a quelques mois et ça a été une très très belle journée APM. Tu accompagnes aussi dans la conduite de transformation personnelle, managériale et organisationnelle. Donc, tes interventions, essentiellement, c'est pour mieux se connaître, mieux comprendre et mieux exploiter davantage les ressources profondes que nous avons chacun à l'intérieur de nous. Alors aujourd'hui, tu vas nous présenter ton approche de la cohérence cardiaque. Alors nous allons peut-être être amenés à déconstruire certaines croyances ou certaines idées ou certaines pratiques que nous avons par rapport à la cohérence. Alors je vous invite voilà, à rester ouvert à ce que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui, de noter peut-être des questions, des interrogations que vous pouvez avoir, que vous pourrez nous partager après dans une troisième partie, puisque la séquence va s'articuler de la façon suivante. Une première partie où Alessandro va nous présenter la partie concept. Une deuxième partie, nous allons expérimenter la cohérence cardiaque. Et une troisième partie de questions, réponses et témoignages qui sera proposée. Voilà, alors sans plus tarder, Alessandro, parce que nous avons tous hâte de t'écouter et de découvrir ton approche, je te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci à Michel et merci à Synapse pour pouvoir faire cette intervention. Et je me demandais déjà si il y avait des personnes entre vous qui connaissent la cohérence cardiaque, qui pratiquent la cohérence cardiaque, et ça serait intéressant rapidement d'avoir quelques-uns de vos témoignages sur qu'est-ce que c'est pour vous et comment vous la pratiquez, de façon à rendre nos échanges plus interactifs et aller directement sur les expériences que vous avez. Alors, Catherine, tu veux prendre la parole? Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit 365, donc 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes.
Lionel et Nadine. Et Catherine, si tu voulais témoigner, c'est ça? Oui, On t'entend effectivement, pas. oui, Catherine Île-Maurice, Club Eureka. Vous m'entendez? Oui. Oui, nous avons eu deux experts qui nous ont fait expérimenter la cohérence cardiaque, Clémence Lavallée-Pex et également René Rives sur le courage d'être soi. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que en moins de 5 minutes, à travers la cohérence cardiaque, René Rives, dont le thème c'est le courage d'être soi, avait réussi à créer une espèce de fusion, de communion, je ne sais pas comment dire, entre le groupe. Et très peu de temps après, les gens se sont vraiment livrés alors que le club avait à peine un an. Donc la cohérence cardiaque a été utilisée à la fois pour que les personnes se posent, mais il y a eu quelque chose de plus qui s'est passé. Donc ça m'avait beaucoup, beaucoup étonnée. Merci pour ton témoignage, Et Catherine. comment il a fait, Catherine, pour faire ça? Est-ce qu'il a juste conduit Alors, comme il a fait un petit Michel? D'abord, elle m'avait demandé la veille de décrire chacun des adhérents et pour qu'elle puisse se connecter avec eux. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, ça lui appartient. Et après, on était en très petit cercle, on était comme dans un œuf, très collé, les chaises très, très rapprochées. Et elle a mené le début de son atelier, de son intervention, par l'exercice de cohérence cardiaque. Et puis, tout de suite, il y a eu elle a présenté son thème et raconté son histoire en 2 mots. Et tout de suite, derrière, il y a eu une remontée d'émotions assez spectaculaire. Je n'ai jamais connu ça et pourtant, je fréquente le monde corporel depuis un moment. D'accord, Merci, merci. Je vois Catherine. que Gildas Oui, je vois que Gildas a animé avec le docteur Stoleru en 2005, pratiqué 2 ans, puis laissé de côté. Gildas, tu veux en dire 2 mots? Oui, allez, j'ai découvert, donc j'ai failli en fait même travailler dans ce domaine avec ce docteur qui était aussi entrepreneur à ce moment-là, qui travaillait à la clinique américaine. Et du coup, à l'époque, c'était le matériel était assez basique, mais je m'étais beaucoup intéressé. Moi, je suis musicien, comédien, à la manière dont on pouvait, peut-être avec la cohérence cardiaque, se rendre compte de ce qui se passe dans un groupe avec lequel on crée un spectacle. J'avais eu un peu un espèce de fantasme comme ça. Moi, je l'avais beaucoup utilisé à titre personnel et j'avais été saisi par la rapidité avec laquelle on atteint un état de bien-être. J'ai même souvent senti des choses au niveau du plexus, vraiment une grande chaleur. Et c'est fascinant de voir comment la respiration peut jouer sur notre physiologie. Donc, je me rappelle de cette fascination-là et j'ai pratiqué pendant quelques années, puis je suis allé vers autre chose. Donc, ça tourne autour de moi et je me dis, tiens, comment je pourrais me réactualiser et faire vivre à mon club peut-être des moments autour de la cohérence cardiaque de manière simple et concrète. Donc, voilà, je suis avec cette Et quand tu parles du matériel, Gildas, c'était quoi le matériel? C'était, à l'époque, c'était des PC pas très performants et il y avait on se pinçait le pouce pour mesurer le pouls. Avec des capteurs. Ouais, donc il y avait un capteur qui était relié par câble au PC. Donc, on était forcément assis devant son écran à faire ses respirations devant le guide. Et ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait faire en étant mobile ou quelque chose que je pouvais mesurer, par exemple, sur des acteurs en scène. Voilà. Alors, merci Gildas. Alessandro, dans le chat, il y a une question judicieuse avant de continuer peut-être, c'est peut-être de préciser ce qu'est la cohérence cardiaque, puisque voilà, tout le monde n'est peut-être pas au même fait et ne vient pas avec les mêmes attentes. Merci. Bon, mais c'est bien parce que ça permet justement de stimuler la curiosité. Donc, ce qui me concerne, la cohérence cardiaque, je l'ai découverte en 2014, après avoir fait mon cursus de master en hypnose, dans lesquels, évidemment, on fait
des explorations, ce n'est pas des études, mais des explorations de ce que c'est la physiologie, l'anatomie, la neurobiologie du corps humain, parce que quand on est en transe, on a évidemment des phénomènes neurobiologiques, physiologiques assez importants. Et ça m'a amené de fil en aiguille à découvrir la cohérence cardiaque. Et donc, je me suis formé à la cohérence cardiaque avec le HeartMath Institute, qui est l'Institut de mathématiques du cœur qui est en Californie, travaille sur ça depuis 30 ans. La cohérence cardiaque a été découverte par les Russes. Ils ont commencé à explorer les Russes quand ils ont envoyé Gagarine dans l'espace, parce qu'ils ont commencé à prendre des mesures biologiques et ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau du cœur qui influençait le fonctionnement du reste des organes. Pour vous la faire super simple, c'est quoi la cohérence cardiaque? La cohérence cardiaque, c'est une fonction neurobiologique qui est un peu, qui a comme effet l'équivalent de l'électricité sur nos équipements électroménagers ou nos équipements électriques tout court, en ce qui concerne le fonctionnement des organes. C'est-à-dire que si vous vous connectez avec un équipement électrique à la prise de courant, vous vous attendez que le courant soit régulier, c'est-à-dire qu'il fasse une sinusoïde très régulière. En Europe, c'est 220 volts, 50 Hertz. Et ça assure que l'équipement fonctionne correctement. Si vous commencez à avoir un signal qui est un signal dérangé, qu'on appelle incohérent, les équipements, vous le constatez immédiatement, ils commencent à être perturbés et ensuite, si ça continue, ces fonctionnements erratiques du signal du courant électrique, ils commencent à chauffer. Et après, à un certain moment, ils peuvent commencer à dysfonctionner, avoir des parties qui se mettent en protection jusqu'à éventuellement casser complètement. J'imagine que vous voyez de quoi je parle, que vous avez fait les expériences de ça. Donc, dans le corps humain, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que toutes nos cellules, elles vibrent parce que par l'intermédiaire du mitochondre, la production d'énergie se passe par le fait que le mitochondre, qui est donc la centrale nucléaire qui est à l'intérieur des cellules, utilise l'oxygène pour casser les molécules de glucose et produire de l'énergie. Et quand il produit de l'énergie, il y a des vibrations qui sont des vibrations électrochimiques et électromagnétiques. Ces vibrations électrochimiques et électromagnétiques font que notre corps est en vibration continuellement. Toutes nos cellules, elles vibrent, donc tous nos organes, ils vibrent. Et donc, ils répondent à une loi qui est une loi physique universelle qui s'appelle la loi de l'entraînement, qui dit que chaque fois que nous avons deux ou plusieurs systèmes vibratoires, c'est-à-dire en oscillation périodique, qui sont connectés, à terme, ils se synchronisent tous sur la fréquence du plus puissant ou du groupe de plus puissants. Et puisque dans le corps humain, le plus puissant de nos équipements, disons, de nos organes en vibration, c'est le cœur, à ce moment-là, le cœur synchronise le fonctionnement de toutes les cellules. Donc, si le cœur a un fonctionnement extrêmement régulier, qu'on appelle en cohérence, tous nos cellules vibrent en cohérence et donc elles vibrent de la façon optimale. Donc, tous nos organes, ils vibrent de la façon optimale. Et donc, nous sommes dans les conditions qu'on verra sont les conditions optimales qu'on appelle les états de flow, donc de fluidité. Si par contre, notre cœur est perturbé et il a un fonctionnement qu'on appelle incohérent, eh bien, nos cellules, elles vibrent de façon incohérente. Donc, nos organes, ils vibrent de façon incohérente. Et donc, ils fonctionnent en mode qu'on peut appeler dégradé. Et ça a un impact sur nos fonctions vitales et nos fonctions cognitives. Donc, ce qu'on va explorer aujourd'hui, c'est déjà comment ça fonctionne la cohérence cardiaque d'un point de vue neurobiologique et ensuite de voir des exercices très simples, pratiques pour se mettre en cohérence cardiaque. Et l'autre chose qui est importante à savoir, c'est que Gildas, tout à l'heure, il a parlé de respiration,
Mais en fait, il n'y a pas que la question de la respiration qui compte dans la cohérence cardiaque. Il y a une dimension qui est la dimension du centrage, c'est-à-dire de la focalisation sur le corps et sur l'ici et maintenant, parce qu'il y a aussi toute une série d'événements hormonaux qui se passent à l'intérieur du corps qui ont un impact sur le fonctionnement du cœur et sur la cohérence cardiaque. Et juste pour revenir à ce que disaient Lionel et Nadine, le 365, il y a donc cette méthode 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes, qui est une méthode qui a été proposée par le docteur O'Hare, il me semble. Et donc, je serais intéressé à demander à Nadine et à Lionel si pour eux, c'est simple de trouver 3 fois par jour 5 minutes pour faire 6 respirations et se caler sur les 6 respirations par minute. Nadine nous a répondu oui, Alessandro. Et Lionel, est-ce que tu veux nous faire part de ton témoignage? Lionel? Lionel parle, mais on ne l'entend pas. Ah, je ne le vois plus, moi, parce que vous êtes très nombreux ce matin. Il y a un problème de son, c'est peut-être le juste parce que je pratique, enfin je sais qu'on pratique de la même façon avec Lionel. Oui, très facile, des applis qui existent, nombreuses applications, et le fait que c'est devenu comme une hygiène de vie, comme se laver les dents le matin et le soir, et puis le midi, toujours 5 minutes, que ce soit n'importe où, c'est très vite passé, et puis avec l'habitude, c'est finalement, c'est devenu une routine très simple à pratiquer. Ouais. Et Nadine, c'est intéressant, c'est devenu une routine. Et quand tu parles d'applications, c'est des applications qui ont des capteurs ou sans capteurs? J'ai testé avec les capteurs justement pour regarder l'effet produit et je me suis bien rendu compte qu'il y avait un effet. Je ne sais plus quelle est l'appli, à un moment je l'ai fait. Et comme maintenant je sais qu'il y a un effet tout à fait visible et rapide, eh bien, je regarde même plus avec ça. Sinon, comme application, j'ai un petit audio avec un accordéon. Donc, j'aime beaucoup ce son-là qui m'entraîne bien. Et puis, sinon, très classiquement, j'ai l'application Respirelax. Ok, très bien, merci. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de vous montrer l'application que j'utilise, qui est une application avec capteur pour vous faire un peu voir ce qui se passe. Je le ferai sur moi parce que, bon, en étant à distance, c'est compliqué de le faire sur tout le monde. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que justement, le fait, comme l'a dit Nadine, d'avoir un capteur, ça permet de prendre conscience de façon directe de ce qui se passe dans notre corps. Et ça peut être quelque chose de très utile. Ça me permettra après de vous montrer qu'il peut y avoir des inconvénients à utiliser des applications sans capteur parce que justement, les applications sans capteur ne donnent pas le retour en neurofeedback de ce qui se passe et on peut être amené à respirer sur des fréquences qui ne sont pas des fréquences qui sont adaptées à notre organisme. Et donc, ce qui est intéressant, après, pour terminer, c'est ce que disait Nadine, c'est qu'une fois qu'on a commencé, on s'est rendu compte des bienfaits, après, la cohérence cardiaque devient quelque chose d'automatique pour lequel on n'a pas besoin d'application pour la pratiquer. Ce qui, d'un point de vue philosophique, c'est assez intéressant parce que si pour se connecter à soi-même, on a besoin d'une application connectée, il y a quand même une petite incohérence, un petit décalage par rapport à ce qui est l'essence de l'être humain. Et donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en simplement en faisant confiance à son corps et en se foutant la paix, on peut arriver à pratiquer la cohérence cardiaque de façon efficace et que la cohérence cardiaque devient un automatisme. Et je vous montrerai qu'elle devient un automatisme parce qu'elle déclenche des processus hormonaux qui provoquent des accoutumances aux hormones du bien-être et qui nous permettent donc d'aller en état de flow assez rapidement. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est d'abord mon logiciel de cohérence cardiaque.
Donc, je suis connecté. Vous voyez que j'ai un capteur à l'oreille. C'est un capteur à infrarouge qui capte les pulsations dans les vaisseaux sanguins qui sont dans le lobe de l'oreille. Et ici, juste Michel, tu peux me confirmer que je suis en partage d'écran et que vous voyez tous mon écran? Tout à fait, Alessandro, c'est bon. Très bien. Et donc, vous pouvez voir que dans mon écran, il y a en haut une courbe qui est c'est la courbe de mon rythme cardiaque. Le rythme cardiaque, c'est la vitesse moyenne de fonctionnement du cœur. Et comme vous pouvez voir, moi, là, je suis sur un rythme qui est entre 80 et 100 pulsations par minute. Ce qui est normal parce que je suis en train de faire un effort pour parler et donc mon cœur a un fonctionnement plus accéléré que la normale. Vous voyez que là, il est en train de monter parce qu'il a besoin d'amener du sang dans le corps pour assurer la production d'énergie par l'intermédiaire de l'oxygène et du glucose. Donc, vous voyez qu'en ce moment, je suis en fréquence cardiaque disons, moyennement élevé, même si je suis assis et si je ne fais rien, mais le cœur, il s'adapte aux besoins du corps. En bas, par contre, ce que vous avez disons, le tracé que l'algorithme et le logiciel propose pour définir quel est le niveau de cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est donc la cohérence cardiaque? C'est la régularité de la courbe du cœur. Et donc, vous voyez qu'il y a 4 niveaux. Il y a le niveau vert. Le niveau vert, c'est en général quand le cœur fonctionne de la façon la plus régulière possible au vu des conditions évidemment existantes. Donc, c'est un mode très optimal. Quand on est en jaune, la cohérence cardiaque, elle est bonne, mais elle n'est pas optimale. Quand on est en orange, la cohérence cardiaque, elle est dégradée, c'est-à-dire que le fonctionnement du cœur, il devient pas forcément très régulier et pas régulier dans le sens d'arythmie, mais régulier dans le sens de l'évolution de la courbe. Et quand on est en rouge, c'est un mode très dégradé. Donc, vous pouvez voir que ma cohérence cardiaque, elle a évolué. Au début, elle était en orange. Ensuite, elle est montée en jaune. Elle n'est jamais allée en vert. Elle est redescendue en orange. Là, maintenant, elle est en train de se stabiliser sur l'orange. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Il y a d'intéressant que, effectivement, c'est normal que ma cohérence cardiaque en ce moment soit dégradée parce que puisque mon cœur, il a besoin de s'adapter aux efforts que je fais pour parler et puisque pour parler, j'utilise des muscles et j'ai fait des contractions et des tensions dans le corps, inévitablement, ça va me provoquer des variations de demande d'énergie. Mais maintenant, ce que je voulais vous montrer, si je vais juste me focaliser, c'est-à-dire je vais m'éteindre pendant quelques minutes, je vais faire de la focalisation en laissant mon corps respirer, donc sans faire de la respiration volontaire, mais en laissant mon corps juste en me foutant la paix et en respirant, vous allez voir que peut-être il se passe quelque chose. Je dis peut-être parce que évidemment là j'ai fait un effort qui a eu un impact sur mon fonctionnement et qu'il y a besoin de temps pour se remettre. Mais on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc je vous demande d'avoir une patience pendant environ 1 minute et après on va voir qu'est-ce qui se passe.
Très bien. Qu'est-ce que vous avez observé? Déjà, si vous me voyez dans l'écran, et qu'est-ce que vous avez observé le, sur le tracé? Qui veut prendre la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de commenter ce qu'il a vu sur l'écran? Catherine? Je suis en train de mettre mon son. Oui, oui, bah, ce qu'on voit, effectivement, tu grimpes dans le vert. Alors, l'écran, on ne voit pas trop, c'est dans l'ombre, mais je t'imagine avoir Ah, ben, concentré sur ta respiration. exact. Et donc, tu Ça, as ça, observé quand que… même assez rapide, je trouve. Exact. C'est-à-dire qu'à à moins de 2 minutes, déjà la courbe de mon cœur a commencé à devenir plus régulière. On la voit bien la différence. Et je suis allé en vert. Et vous voyez que maintenant, je peux parler en étant en vert tout en ayant une courbe qui est très irrégulière, mais je reste dans le vert. Donc, ça veut dire que ne serait-ce que 2 minutes de cohérence cardiaque après un effort que j'avais fait pendant environ 5-6 minutes, ça m'a permis de reconstituer une cohérence qui est une expression de la qualité de l'énergie qu'il y a à l'intérieur de mon corps. Et maintenant, je peux parler. Et après, évidemment, là, il commence à se dégrader. Donc, très bien. Donc, première chose, l'utilité du capteur, c'est parce qu'on prend conscience qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais, Alors, Alessandro, il y a une remarque aussi de François qui dit que en fait, l'activité n'est pas bonne pour la cohérence cardiaque. C'est une question. non, alors justement, et on va voir ça tout à l'heure, ce n'est pas que l'activité n'est pas bonne pour la cohérence, mais comme je vous expliquerai tout à l'heure, l'état de flow est corrélé à la cohérence cardiaque et la cohérence cardiaque est corrélée à l'état de flow par l'intermédiaire de quelque chose qui sont les facteurs hormonaux. Et que donc, il est inévitable que pendant l'activité, je puisse avoir des dégradations de la qualité de ma courbe cardiaque, mais qu'on peut rester en état de flow même si on fait un effort et même s'il y a apparemment une dégradation. On le verra tout à l'heure. Moi, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est vous voyez que je fais sortir un respiromètre. C'est quoi un respiromètre? C'est quelque chose qui me permettra de caler ma respiration sur une certaine fréquence. Donc là, maintenant, je vais passer 1 minute à me caler sur une fréquence que vous voyez en bas écrit 6 respirations par minute. Donc, c'est que dans le 365, c'est bien les 6 respirations par minute. Mais j'ai vu que quelqu'un avait écrit sur la chat que 6 respirations par minute, c'était trop et qu'il lui fallait arriver à 5. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe si je me cale sur les respirations par minute. Donc, en expire, c'est quand ça descend. En inspire, c'est quand ça remonte.
Très bien. Donc, comme vous avez pu observer, une fois que j'ai commencé à m'écaler sur le respiromètre, ça a dégradé la courbe de la cohérence cardiaque avant de remonter. Et quand ça a remonté, elle est revenue à une courbe assez régulière. Si on va voir plus ou moins par rapport à l'autre, vous voyez qu'elle est plus régulière que la première. Et par contre, dès que je recommençais à respirer, à parler, ça se dégrade et ça se dégrade beaucoup plus rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ça? On apprend que oui, le fait d'avoir un respiromètre, ça peut être utile. Le fait de suivre le respiromètre, ça peut m'amener à une cohérence cardiaque. Mais dès que j'arrête de regarder le respiromètre, que je recommence à parler de façon normale, la courbe se dégrade et se dégrade beaucoup plus rapidement. C'est quoi la différence entre la première expérience que j'ai fait tout à l'heure, dans laquelle je n'avais pas de respiromètre, mais je me suis juste foutu la paix et je me suis focalisé sur moi, sur mes sensations physiques, sur l'ici et maintenant. Et la deuxième, c'est que même s'il était plus irrégulier, ça a duré plus longtemps et ça m'a permis, vous vous souvenez, de recommencer à parler et de rester dans cet état de vert. Tandis qu'ici, vous voyez que, OK, j'ai pris ce temps pour me caler sur le respiromètre, mais je n'étais pas forcément connecté à moi-même, je n'étais pas centré, je n'étais pas, j'avais des hamsters qui tournaient dans la tête et qui me faisaient penser. Et donc, OK, virtuellement, je vais en cohérence cardiaque, mais dès que je sors de cette expérience artificielle de respiration, le cœur recommence à partir en incohérence. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Que ce qui compte, ce n'est pas la respiration. La respiration, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour aller en cohérence cardiaque et en état de flow. Ce qui compte, c'est le centrage, la focalisation, la saturation sensorielle, la connexion à soi-même, dans le ici et maintenant. Et surtout, ce qui compte, c'est le fait de se foutre la paix, c'est-à-dire d'être capable de se reconnecter au corps pour faire en sorte de ne pas activer le mental. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ça? Alors, Alessandro, il y a sur le chat quand même des questions qui sont venues là pendant que tu faisais ta présentation. Après 5 minutes de pratique, une question de Lionel. Quelle est la durée de l'impact physiologie du corps? OK, alors on va voir ça. Donc, comme je vous disais, la question de la pratique, ce n'est pas une question de respiration, c'est une question de centrage et une question de connexion à l'ici et maintenant, connexion à la dimension sensorielle, c'est-à-dire la saturation sensorielle. En principe, ce qu'on a observé, et ça c'est utilisé par plein de professions qui ont des métiers difficiles comme les chirurgiens, les navigateurs en solitaire, les GIGN, les pilotes de Rafale, 10 minutes de focalisation, donc de centrage qui nous amène en cohérence cardiaque et qui vaut à la récupération énergétique de 3 heures de sommeil. Donc ça, c'est déjà extrêmement important. Mais ce qui est important, que je vous montrerai tout à l'heure, c'est que ce qui est fondamental, c'est la répétition de la pratique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aller déterminer un état d'imprégnation hormonale qui nous permette d'avoir des fonctionnements neurobiologiques d'un point de vue hormonal qui soient réguliers avec de la production constante d'hormones qui provoquent l'état de flow. Et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors dans les questions, on te demande si tu fais une pause, poumon plein ou poumon vide. Et Oui. puis, est-ce que ce Oui, n'est les pas pauses. voilà, est-ce que ce n'est pas aussi de la méditation? Quel lien ou quelle différence tu pourrais faire justement, voilà, pause et puis méditation. Alors justement, comme vous voyez, le respiromètre est calé pour faire des pauses à l'inspire et à l'expire. Et effectivement, ça, c'est des pratiques méditatives. Et on a observé que la méditation, ce n'est pas parce que je médite que je vais automatiquement en cohérence cardiaque et en état de flow. C'est-à-dire que la méditation peut avoir des effets bénéfiques, la méditation en pleine présence ou en pleine conscience, c'est-à-dire en connexion au corps, mais ce n'est pas automatique. Par contre, effectivement, le fait d'avoir des arrêts à l'inspire, à l'expire peut être utile parce que ça sert à signaler à notre système neurobiologique qu'on est en train de passer de l'activation du système sympathique qui se fait dans l'inspire à l'activation du système parasympathique qui se fait dans l'expire. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que notre corps
ces arrêts, il les fait automatiquement et que ce n'est pas nécessairement une seconde et demie, 2 secondes, une demi-seconde qui est ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire que notre corps s'adapte. Ça s'appelle l'homéostasie. Et c'est ça tout le problème de l'utilisation applications qui n'ont pas la connexion de rétrofeedback, de neurofeedback, parce que c'est ça que je vais vous montrer dans un instant. Si je vais dans un rythme cardiaque, dans un rythme respiratoire qui n'est pas adapté à moi, eh bien, je n'irai pas en cohérence cardiaque. Donc, par exemple, ici, j'ai mis un rythme de 8 respirations par minute, c'est-à-dire un rythme accéléré. Et regardons qu'est-ce qu'il se passe un instant. Vous voyez, c'est extrêmement intéressant parce que malgré le fait que je suis le respiromètre, le fait que le respiromètre est calé à 8 respirations par minute, qui est un rythme respiratoire beaucoup trop accéléré pour moi, ça fait que je suis calé sur la respiration, mais je ne vais pas en cohérence cardiaque. Et qu'au contraire, ça va me dégrader la cohérence cardiaque. C'est pour ça que je trouve que les applications sans capteur de neurofeedback peuvent être dangereuses. Et c'est qu'on a observé avec la pratique, c'est que les femmes ont, par exemple, une tendance statistiquement à une respiration plus accélérée que les hommes pour une raison neurobiologique très simple, c'est qu'elles doivent alimenter en oxygène le fœtus et donc la neurophysiologie des femmes, elle est faite pour avoir une respiration légèrement accélérée. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que c'est que j'ai mis ici sur le respiromètre 8 respirations par minute, c'est une respiration adaptée à une femme. Et qu'un homme, s'il se retrouve là-dedans, il va en hyperventilation. Donc, s'il respire trop vite, il va en hyperventilation. L'hyperventilation fait une augmentation du taux d'oxygénation dans le sang, ce qui fait que c'est comme quand on va en plongée, s'il y a trop d'oxygénation dans le sang, on perd la lucidité. Et donc, en fait, le corps réagit par une dégradation de fonctionnement. Si par contre une femme respire à 6 respirations par minute, qui est le rythme respiratoire basique standard des hommes, le risque c'est qu'elle aille en apnée. Et donc un rythme respiratoire trop lent pour une femme peut amener à de l'apnée et donc à une activation du système nerveux sympathique et donc à une augmentation de l'excitation. Et donc c'est pour ça que moi, dans ma pratique de thérapeute, j'ai rencontré des personnes qui me disaient, mais si je me cale sur une application, souvent je n'y arrive pas, ou quand je médite, je m'énerve. Ben, c'est simplement parce que chacun a son rythme respiratoire, et si on est sur un rythme, si on est guidé sur un rythme qui n'est pas le bon, eh ben, il y a une dégradation de la cohérence cardiaque. Et c'est pour ça que… Ouais. Non, vas-y, pardon, finis ta phrase, excuse-moi. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Je vais te laisser la main pour que tu finisses et que tu avances sur ce que tu souhaites nous partager. Il y a plein de questions très intéressantes et qu'on va aborder tout à l'heure, notamment pour le matériel. On en parlera tout à l'heure, Frédéric. Isabelle nous fait part de son expérience et qui confirme ce que tu dis, qu'en effet, l'utilisation d'applications lui a parfois provoqué des vertiges et généré de l'inconfort. Donc, voilà. Et il y a d'autres questions, mais on va les aborder tout à l'heure pour que tu puisses finir ton propos, puisque le temps file et que tu puisses avoir le temps de finir de nous partager ce que tu souhaites. Oui, donc je voulais vous montrer là maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est très rapidement les fondements neurobiologiques de l'état de flow et en quoi la cohérence cardiaque, elle est fonctionnelle à la production de l'état de flow, à l'installation de l'état de flow, mais en quoi il y a la dimension hormonale qui est importante. Donc en fait, dans notre corps, on a
une dimension qu'on a sur l'axe vertical de ce diagramme que je vous montre, qui est la dimension métabolique. La dimension métabolique, c'est la vitesse de fonctionnement du corps humain. Nous pouvons être en deux modes. Le mode excitation, qui est l'activation du système nerveux sympathique, dans lequel le cœur accélère jusqu'à 120 battements par minute, avec la production d'adrénaline et noradrénaline. Et on a la détente, qui est par contre l'état d'activation du système nerveux parasympathique, avec le cœur qui ralentit à 65 battements par minute, avec la production d'une hormone qui s'appelle l'acétylcholine. Alexandro, on ne voit pas ton schéma, s'il te plaît. Ah oui, excuse-moi, tu as raison, merci. J'ai oublié. Merci, Denis. Voilà. Là, maintenant, vous le voyez. C'est en train de s'ouvrir. Vous le voyez maintenant? Très bien, ouais. OK. Donc, comme vous voyez, l'excitation et la détente sont deux états extrêmes d'un point de vue métabolique dans lesquels il y a activation du système nerveux sympathique et du système nerveux parasympathique. En soi, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. L'important, c'est d'être capable d'être excité quand il y a besoin d'excitation et d'être en détente quand il y a besoin de détente. Par contre, le passage de l'excitation à la détente peut se faire par l'intermédiaire de la respiration parce que quand on inspire, on active le sympathique, donc on s'excite, et quand on expire, on active le parasympathique, donc on se détend. Donc, par exemple, si on ralentit notre respiration en faisant des expirations très longues, on va en détente. Si on accélère et on respire de façon plus rapide, on inspire et on expire de façon très lente, très rapide, on va en excitation. Mais ce n'est pas ça qui est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe sur cet axe-là. Donc, sur cet axe, on a deux extrêmes. D'un côté, on a l'état catabolique. Dans l'état catabolique, on produit du cortisol. L'état catabolique, c'est l'état dans lequel on est en situation de stress. Et puisque quand on est en situation de stress, on a besoin d'énergie, on déclenche la production de cortisol. Le cortisol, il sert à quoi? Il sert à activer les processus glucidiques pour amener du sucre dans le sang et les processus immunitaires pour nous protéger si jamais on a des blessures. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que quand on est en état catabolique, on est donc dans un état de tension. Catabolos, ça veut dire destruction de ressources, utilisation de ressources. Et ça, en général, ça provoque des sensations désagréables. Toutes et tous, je pense que vous avez l'expérience que quand nous sommes sous stress, nous avons des tensions, des douleurs, mal au ventre, au dos, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'il se passe et qu'est-ce qu'il est intéressant à comprendre? C'est qu'en fait, ici, il y a une sorte d'effet Pavlov. C'est-à-dire que si nous vivons des situations désagréables, nous avons un réflexe d'activation de l'état catabolique et donc de la production de cortisol. Donc, vous voyez que là, il y a déjà une intéressante liaison avec la dimension managériale. C'est-à-dire que si nous vivons dans un environnement qui, d'un point de vue managérial, nous provoque des sensations désagréables, ben, nous rentrons dans un état catabolique. Et qu'est-ce qu'il se passe? Si nous rentrons dans un état catabolique, notre corps a une mémoire, automatiquement, nous allons en incohérence cardiaque. Et si nous allons en incohérence cardiaque, en état catabolique, c'est-à-dire en production de cortisol, si nous sommes en état d'excitation, c'est-à-dire avec production d'adrénaline et noradrénaline, nous provoquons un état psychique qui s'appelle l'agressivité. Alors, ce que je suis en train de vous montrer, c'est des études qui ont été faites dans le cadre de la psychologie positive, et toujours dans le cadre de l'Earth Math Institute. Et donc, vous voyez que l'agressivité, qui n'est pas la violence, mais c'est simplement ce mode de fonctionnement dans lequel on a la tendance à protéger son territoire et à être dans un état de confrontation avec soi-même et les autres, c'est la résultante d'une situation hormonale. C'est-à-dire, c'est le mélange dans le sang d'adrénaline, cortisol en présence d'incohérence cardiaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un il est chargé en hormones de ce genre, il est agressif, mais son mode de fonctionnement cérébral, il est dégradé parce que justement, il y a une cohérence cardiaque qui se provoque. Et donc, c'est comme les équipements électriques, ils commencent à fonctionner en mode dégradé, son cerveau fonctionne en mode dégradé, donc les fonctions cognitives sont dégradées et ce n'est pas la peine d'expliquer à quelqu'un qui est agressif, d'essayer de le raisonner parce que son cerveau, son néocortex, il est en mode dégradé. Si par contre, nous sommes en état catabolique,
avec la production d'acétylcholine, parce que nous sommes en détente, nous nous mettons dans un état qui provoque de l'incohérence cardiaque et qui s'appelle l'état d'apathie. Donc, l'état d'apathie, c'est l'état dans lequel on baisse les bras, on n'a pas envie de bouger, ainsi de suite. Donc, vous voyez que paradoxalement, par exemple, si quelqu'un est sous stress et je lui fais faire du yoga qui le relaxe, le risque, c'est qu'il aille en apathie. Et donc, ça ne va pas améliorer son état, mais tout simplement parce que s'il continue à être stressé avec une production importante de cortisol, il n'arrive pas à rentrer en cohérence cardiaque et donc il reste dans un état qui, bon, ce n'est pas agressif, mais ce n'est pas mieux. Ces deux états, ça s'appelle des états de blocage. Donc, vous voyez immédiatement quelles sont les conséquences d'un point de vue managérial. C'est-à-dire que si nous avons un environnement managérial qui produit des sensations désagréables et en plus nous sommes en situation d'incohérence, et l'incohérence peut être l'incohérence managériale, organisationnelle, relationnelle, eh bien, tous les facteurs sont réunis pour mettre les gens en état de blocage. Évidemment, quand les gens sont en état de blocage, eh bien, soit ils sont agressifs, soit ils sont apathiques. Il n'y a pas forcément de l'efficacité d'un point de vue cognitif. De l'autre côté, nous avons un état qui s'appelle l'état anabolique. Dans l'état anabolique, nous produisons toute une série d'hormones extrêmement intéressantes. Il y a l'endorphine, la sérotonine, la dopamine, le DHA, la mélatonine, l'ocytocine. C'est tous des hormones qui ont une fonction. La sérotonine, c'est l'hormone de la motivation. La dopamine, c'est l'hormone de la mise en mouvement. L'ocytocine, c'est l'hormone de la relation. Tous ces hormones, dans l'état anabolique, anabolos, ça veut dire construction de ressources, accumulation de ressources, provoquent en général des sensations agréables. Et là, à nouveau, il y a un effet Pavlov, c'est-à-dire que si nous avons des sensations agréables, nous créons un état anabolique. Et donc, vous voyez que si le mode de management, c'est un mode de management qui favorise les relations agréables, nous provoquons cet état anabolique. Et si en même temps, il y a de la cohérence, soit parce que nous pratiquons la cohérence cardiaque, soit parce qu'il y a de la cohérence dans les modes de fonctionnement, dans les processus, dans l'organisation, dans les modes managériaux, eh bien, tout ça, ça crée un cocktail dans lequel tous ces hormones de l'état anabolique, si nous sommes en excitation, provoquent un état qui s'appelle l'état d'enthousiasme. Enthousiasme, c'est entheos, c'est Dieu dedans. Donc, vraiment, cet état dans lequel les gens, ils ont des ressources énormes pour faire face aux difficultés. Si de l'autre côté, nous sommes en situation d'état anabolique avec un état de détente et nous sommes en cohérence cardiaque, nous créons un état psychique qui s'appelle la créativité. Créatos, en grec, ça veut dire la capacité, c'est donner forme à quelque chose qui n'existe pas. Et ces deux états, l'enthousiasme et la créativité, sont les états caractéristiques de l'état de flow. L'état de flow, c'est un état de fluidité, c'est l'état de grâce, c'est l'état dans lequel tout se fait sans fatigue, tout paraît une évidence, même les difficultés les plus importantes, nous y faisons face de façon fluide et légère. Et voilà, et donc ce que je voulais vous montrer, et je pense que c'est extrêmement important, c'est qu'on donne beaucoup trop d'importance à la logique de la cohérence cardiaque par l'intermédiaire de la respiration et on ne comprend pas suffisamment l'impact de la dimension hormonale. Et je vous rappelle que les hormones, c'est des drogues. Les drogues provoquent accoutumance. Et donc, quand on vient me dire qu'on a besoin d'être stressé pour être productif, eh bien, en fait, c'est parce qu'on est en accoutumance d'un état catabolique de cortisol et qui nous amène à avoir un besoin de production encore plus de cortisol. C'est l'état comme un alcoolique qui a besoin de boire pour se sentir bien ou un fumeur qui a besoin de fumer pour se sentir bien. Et donc, pour terminer, je voudrais juste vous dire que la cohérence cardiaque, ce n'est pas stand-alone, ça ne peut pas s'appréhender tout seul, ça doit s'appréhender par l'intermédiaire d'une dimension hormonale qui est extrêmement importante. Et cette dimension hormonale, si on arrive à se mettre en état anabolique de production de toutes ces hormones en vert, ça nous crée une accoutumance hormonale qui nous permet d'être en état de flow, même si on fait des efforts et même si apparemment notre cohérence cardiaque se dégrade un petit peu. Et donc, j'espère avoir répondu à la question qui avait été posée si on n'est pas
Si on est en effort, on ne peut pas être en cohérence cardiaque. Ben, oui, c'est qui compte la production et donc la pratique régulière d'hormones qui nous amènent dans un état hormonal, d'imprégnation hormonale envers. Alors, merci Alessandro. Il y a de nombreux retours. Donc, pour que tu puisses nous partager cette pratique régulière, ce serait bien aussi, tu sais, que tu nous montres et que tu nous conseilles des capteurs ou comment pratiquer, voilà, en étant appareillé, si tu peux nous le partager. Et puis, il y avait des questions qui me semblent importantes et intéressantes. Comment on respire? Est-ce que c'est plus par le nez, par la bouche? Est-ce que c'est une respiration ventrale? Est-ce que tu peux le préciser? Comment trouve-t-on son bon rythme? Mais ça, si on a le capteur, tu vas pouvoir confirmer cette question. Et il y avait aussi un besoin sur les bienfaits de la cohérence cardiaque, mais que tu viens de nous montrer avec cette slide sur l'enthousiasme et la créativité. Donc, est-ce que tu peux revenir sur la respiration et puis nous montrer aussi quels sont les outils que tu préconises? Et puis, on pourra aussi faire des questions-réponses à la volée tout de suite après. Merci. Alors, comment trouve-t-on le bon rythme? Comment trouve-t-on le bon rythme? En fait, en faisant confiance à son corps. Chacune et chacun d'entre nous a son rythme et le corps connaît le rythme. Et la question importante, c'est de faire confiance à son corps. C'est pour ça que moi, personnellement, dans toute mon activité de thérapeute, je déconseille l'utilisation des capteurs parce que ça crée une sorte de réflexe d'accoutumance à quelque chose d'extérieur. Alors, comment on fait pour faire confiance à son corps? C'est super simple, c'est on se fout la paix. Ça veut dire quoi, se foutre la paix? Il y a deux choses qui sont fondamentales, c'est le silence et l'immobilité. Et ça, en hypnose, on le connaît très bien. Par l'intermédiaire du silence et par l'intermédiaire de l'immobilité, on peut aller dans des états de conscience modifiée qui sont des états de transe légère. Donc, moi, ce que je suggère, c'est de pratiquer allongé. Alors, pourquoi pratiquer allongé? Parce que quand on pratique allongé, notre nerf vague, il est dans la position la plus neutre possible. Et donc, il faut pratiquer allongé avec un petit coussin derrière la nuque pour permettre au nerf vague d'être bien positionné. Mais la seule chose à faire, c'est de s'allonger et ensuite de se foutre la paix. Se foutre la paix, ça veut dire quoi? Avoir la patience de rester immobile et de se laisser respirer. Alors, comment on fait pour savoir si on se laisse respirer? C'est simplement, je vous le montre, je ne sais pas si vous me voyez, mais si là, je fais un effort de respiration, je sens que je contracte le muscle du thorax, je sens que je contracte le diaphragme, je sens que je contracte l'abdomen et les épaules. Donc, se laisser respirer, c'est simplement faire, c'est que notre corps sert tout seul, c'est que nous, on y pense, c'est-à-dire se laisser respirer. Alors, pour se laisser respirer, moi, je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement, mais on évite de rentrer dans toutes ces logiques de je rentre le ventre, je sors le ventre, je rentre le ventre, je sors le ventre, parce que en faisant ça, il y a deux choses. La première, j'active le cognitif, c'est-à-dire je dois penser à inspirer et à expirer. Mais si je pense, la cohérence cardiaque se dégrade automatiquement parce que pour penser, j'ai besoin de sang dans le cerveau. Pour avoir du sang dans le cerveau, c'est le cœur qui doit accélérer pour envoyer du sang dans le cerveau. Donc, le cœur, il va en incohérence cardiaque. Et donc, plus je pense, plus ma cohérence cardiaque se dégrade. Donc, je vous suggère d'oublier la question de la respiration ventrale. Inspirer, c'est rentrer le ventre, sortir le ventre. Faites comme les bébés. Qu'est-ce qu'il se passe, un bébé? Un bébé, si on le laisse allonger sur le ventre, il respire tout seul et on voit que son ventre va en avant, en haut et en bas tout seul. Il ne respire pas par le ventre, il se laisse juste respirer. Mais en faisant comme ça, il se passe quoi? Il y a un relâchement du diaphragme et le relâchement du diaphragme permet une plus grande respiration profonde pulmonaire absolument naturelle plutôt que de la forcer. Or, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que la cohérence cardiaque, c'est une fonction neurobiologique qui est un réflexe. Et donc, les bébés, par définition, ils sont en cohérence cardiaque quand ils sont tranquilles. Si nous arrivons à retrouver ce réflexe, ça devient automatique.
Donc, plutôt que de penser et de nous forcer à respirer d'une certaine façon, foutons-nous la paix et laissons-nous respirer. Et pour respirer en allongé, ben, il faut juste rester allongé, rester immobile et en silence autant que possible, parce que le silence vous permet de vous connecter à l'intérieur. Et ben, voilà, juste passer quelques minutes comme ça. Et vous verrez qu'à un certain moment, votre respiration se mettra automatiquement en mode régulier. Et vous sentirez à un certain moment des moments dans lesquels vous avez un changement de rythme de la respiration parce qu'il y a le relâchement du diaphragme. Donc ça, c'est la première suggestion que je peux vous donner. Faites cette expérience. Il y a besoin de discipline. Discipline, ça veut dire la patience. Deuxième problématique. Ah non, oui, j'ai oublié une chose. Il est fondamental de respirer toujours par le nez, en inspire et en expire. Pourquoi? Parce que dans le nez, on a des capteurs de CO2 et d'oxygène. Et si on respire par la bouche, notre système neurobiologique n'arrive pas à savoir s'il y a un bon équilibre entre CO2 et oxygène. Et donc, si par exemple on inspire par la bouche et on expire par le nez, il ne détecte pas l'oxygène qui rentre, mais il détecte l'anhydride carbonique qui sort. Et donc, c'est un état de suffocation. Donc, s'il y a un état de suffocation, il fait quoi? Il active le système sympathique pour nous agiter et pour nous dire « Oh, il faut respirer pour survivre ». Si par contre, on inspire par le nez et on expire par la bouche, il détecte de l'oxygène, mais il ne détecte pas de l'anhydride carbonique qui sort. Et donc, c'est un état de suroxygénation. À ces moments-là, la suroxygénation, ce n'est pas très bon. Il active le système nerveux parasympathique pour nous calmer, parce que sinon, on va en excitation, pour nous calmer. Donc, vous voyez que c'est vachement important de respirer par le nez, en inspire et en expire. Après, comment on fait pour éliminer les hamsters qui tournent dans la tête et qui font qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, je ne suis pas capable de rester 5 minutes, 10 minutes, allongé, en silence, immobile, j'ai la tête qui est pleine de pensées, ainsi de suite. » Eh bien, en fait, la chose est super simple et encore une fois, ici, l'hypnose, elle vient en aide de façon importante. Eh bien, la seule façon pour arrêter les hamsters dans la tête, c'est se connecter au corps. Comment on fait pour se connecter au corps? Ben, pour se connecter au corps, c'est assez simple. On va se dire, qu'est-ce qu'il se passe au niveau de mes sensations tactiles, par exemple? Ceux d'entre vous qui pratiquent du scanner corporel, ils savent parfaitement que quand je commence à faire un scanner corporel, que je me connecte à mes orteils, ensuite à mes plantes des pieds, ensuite à mes chevilles, à mes tibias, à mes genoux, à mes cuisses, à mon bassin, c'est petit à petit en remontant, eh bien, ça vide la tête. Pourquoi ça vide la tête? Eh bien, parce que tout simplement, l'être humain, il ne sait pas faire deux choses en même temps. Si je me connecte au corps, ben, mon cerveau ne peut pas fonctionner de façon efficace. Et plus je me connecte au corps, plus j'ai une saturation sensorielle qui amène beaucoup d'informations. Et puisque notre cerveau, il ne peut pas coordonner de façon cognitive volontaire plus de 6 à 8 opérations à la seconde, quand je suis connecté entièrement à mes sensations corporelles, eh bien, mon cerveau cognitif, il est saturé et il s'arrête. Oui, il y a quelqu'un qui demande la notion de scan corporel. Oui, tout à fait. Ben, le scan corporel, c'est tout simple. Tu commences, Lionel, à te connecter aux sensations que tu as dans tes orteils. Et la seule chose qui est importante pour toi, c'est de sentir qu'est-ce qui se passe dans tes orteils. Et ensuite, à part les orteils, à un certain moment, tu sentiras qu'il y a comme des sensations qui peuvent être soit des picotements, soit de l'absence de sensations parce qu'elles vont dans un état qui s'appelle un état cataleptique. Donc, tu passes à qu'est-ce qu'il se passe comme sensation dans la plante de tes pieds et dans ton pied. Et là, à nouveau, il y a une sorte de hyperactivation de la sensation qui ensuite peut devenir soit un plus grand picotement, soit une absence de sensation. Et petit à petit, on remonte sur toutes les parties du corps. Et donc, ça, c'est exact. Géraldine, elle dit, c'est faire le tour du propriétaire. C'est exactement ça. Et ça, c'est une pratique hypnotique qui sert aussi quand on veut faire de l'anesthésie. Parce qu'en fait, c'est une façon de désensibiliser si on le fait d'une certaine façon. Donc, une des façons de faire partir les hamsters, c'est la connexion au corps, aux sensations tactiles. Donc, si par exemple, vous êtes allongé dans votre lit,
quel est le contact du corps avec le matelas, quel est le contact des draps avec le corps. Si vous avez une jambe dehors, une jambe dedans, il y a une jambe qui aura plus frais que l'autre ou vice-versa. La deuxième possibilité, c'est la connexion, la saturation auditive, c'est-à-dire de prendre un son, de se focaliser sur un son et d'être vraiment dans l'écoute de ce son tout en laissant tous les autres sons venir. Et donc, vous remarquerez que si vous faites ça, eh bien, si vous n'avez pas d'objectif et que vous vous laissez juste écouter les sons qui arrivent, il y a une saturation, vous aurez beaucoup de sons, même dans le silence de la nuit, vous aurez beaucoup de sons, ou à la limite, vous avez un peu d'acouphènes, donc c'est pas grave, ça peut aider aussi. Et ça aide à aller en cohérence cardiaque. Et la troisième chose qui peut être utile, c'est la saturation visuelle. Et, par exemple, fixer un point et activer la vision latérale qui permet de récupérer beaucoup de sensations visuelles qui viennent de la périphérie, qui saturent. Et la meilleure chose encore, si vous êtes capable, mais vous serez capable très rapidement, c'est de mélanger ces trois choses. C'est-à-dire en même temps faire de la focalisation auditive, visuelle et kinesthésique. Et juste en se focalisant sur les sensations physiques de notre corps, sur les sensations auditives que l'on a, sur les sensations visuelles que l'on a. Et si vous faites ça, vous verrez qu'à chaque fois que vous avez une idée, une pensée qui arrive, si vous retournez au corps, la pensée s'efface. Et donc, vous pouvez avoir des vagues de pensée et dès que vous revenez au corps, ça part. Et après, ça revient et ce n'est pas grave. Et en faisant comme ça, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que votre corps, naturellement, retrouve le réflexe de la respiration cohérente naturelle. Il se met en état de hyperproduction hormonale inverse et vous commencez à accumuler les hormones qui provoquent l'état de flow. Et donc, pour terminer, moi, dans ma pratique, ce que je suggère, ce n'est pas de faire le 365, parce que 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes, pour moi, c'est très contraignant, sachant que 6 respirations par minute pour les femmes, ce n'est pas forcément très judicieux. 5 minutes, il n'y a pas forcément besoin de 5 minutes, parce que comme vous avez pu voir, je peux aller en cohérence cardiaque en 2 minutes. En fait, l'idée, c'est de faire quelque chose dans lequel 2 fois par jour, le matin et le soir, de se foutre la paix en restant quelques minutes allongé et se laisser respirer en faisant cet exercice de focalisation. Donc, évidemment, quand vous allez vous coucher le soir, il suffit de se mettre en conscience à focaliser, à se connecter sur son corps, à se laisser respirer. Et au bout de 2 minutes, vous n'avez même pas besoin de mettre le chronomètre. Libérons-nous de toutes ces contraintes de temps, d'objets, de trucs. Faisons confiance à notre corps. On se met là et en général, au bout de 2 minutes, on s'endort. Mais ce n'est pas grave parce qu'on s'endort en cohérence cardiaque. On s'endort dans cet état de saturation hormonale utile. Et en plus, la cohérence cardiaque permet de faire des états des nettoyages hormonaux hyper accélérés. Donc, en fait, ça permet d'éliminer toutes les toxines de la journée. Donc, on dort mieux. Et donc, le matin, quand on se lève le matin, eh bien, il suffit plutôt que de se lever comme un culbuto immédiatement, de passer un peu de temps à se réveiller dans cet état qu'on appelle un état d'éveil et se laisser respirer pendant quelques minutes. Et ça nous accumule de l'énergie pendant, comme je dis, 10 minutes de ça, c'est 3 heures de récupération énergétique. Et donc, faire ça le matin et le soir. Et ensuite, pendant la journée, à chaque fois que vous pouvez, simplement prendre le temps de focaliser pendant 2 ou 3 minutes. Et focaliser, c'est juste, même si vous êtes assise, vous l'avez vu tout à l'heure comment je faisais, j'étais assis et je me foutais la paix, je relâchais complètement mon corps et je me laissais respirer. Bon, évidemment, tout ça par visioconférence, c'est difficile de vous le montrer dans le détail, de vous le faire expérimenter. Et j'espère qu'on aura la possibilité de le faire
un réel. Si vous en avez envie, c'est avec plaisir. Mais je vous assure que ce que j'ai découvert en faisant mes formations et ma pratique de cohérence cardiaque, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on nous dit, mais qu'il faut faire attention à plein de choses. Notamment, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui parle de cohérence cardiaque, mais il n'a pas vraiment exploré jusqu'au bout qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque, parce qu'il y a cette dimension hormonale qui est extrêmement importante. Et la deuxième chose, c'est que je crois qu'en faisant confiance à notre corps, en se laissant, en se foutant un peu la paix, on peut retrouver quelque chose d'extrêmement intéressant qui est la puissance de la nature qui est bien faite et que simplement il s'agit de retourner un peu à ça de façon super simple. Et voilà. Merci Alessandro. Je te coupe parce qu'il nous reste un petit quart d'heure et j'aimerais laisser la parole à toutes les personnes qui sont présentes. Pendant que certains d'entre vous vont pouvoir peut-être poser des questions à Alessandro, je vous invite, pour ceux qui sont à l'écoute, comme le temps passe, d'écrire aussi sur le chat, partager ce sur quoi vous allez vous engager après cette capsule, ce que vous avez réalisé, ce que vous avez compris, ce que vous avez appris. Prise de conscience. Et puis, je vous propose de me faire un signe. Alors, comme vous êtes nombreux sur 2 pages, pour pouvoir prendre la main si vous souhaitez poser une question ou naturellement la poser. Voilà, merci. Alessandro, je t'inviterai à répondre. Oui, de manière… Michel, juste une chose. Oui. Gildas, il avait écrit la respiration, la maîtrise, les hormones, c'est plus compliqué. Je voudrais te dire, Gildas, que les hormones, c'est automatique parce que c'est des substances chimiques. L'important, c'est d'apprendre à notre corps à les produire dans le bon sens. Or, nous apprenons facilement à produire des hormones du stress, que c'est le cortisol. Eh bien, c'est aussi simple d'apprendre à se foutre en la paix, à produire des hormones de l'état de flow. Et il faut juste avoir la pratique régulière de se mettre dans cet état. Et ton corps, il le fera à ta place tout seul. Merci Alessandro. Pour répondre aussi à une question du chat où Frédéric demandait quelle appli, quel conseil, alors quel support ou quel matériel. Au vu de ce que tu nous as dit, la slide que tu avais prévue ou que je t'avais demandé concernant des partages de produits, pour l'instant, j'ai l'impression que voilà, ça n'a pas lieu au vu de ce que tu nous as partagé. C'est ce que tu peux confirmer? Oui, ça peut être… Moi, de toute façon, je n'ai aucun intérêt et je vous dis, si vous voulez chercher des applications, il y a une application d'Urgo qui s'appelle Urgophile, c'est une application avec capteur Bluetooth sur le doigt. Ça peut être intéressant. Il y a des applications que vous trouvez sur Internet qui sont faites par le HeartMath Institute et un autre organisme qui s'appelle Cohérence Cardiaque ou quelque chose comme ça. Ce que je veux dire, c'est si vous avez besoin d'une application pour vous rassurer, prenez une application et rassurez-vous. Mais je vous assure qu'au bout de 5-6 jours, une fois que vous avez l'application, vous vous rendrez compte que l'application, elle ne vous sert à rien parce que votre corps, il aura commencé à le faire tout seul. Donc, je crois que c'est beaucoup plus intéressant de faire l'expérience de se foutre la paix. Très bien. Merci Alessandro. Qui est-ce qui a une question, qui voudrait avoir partagé avec nous un témoignage? Donc, Laure nous dit qu'elle va tester la méthode simple et s'allonger 2 fois par jour quelques minutes en se connectant à son corps. Donc, merci Laure pour ce partage. Allô? Oui. Juste une petite question. Et la sieste, point d'interrogation? Qui parle? Frédéric? Ah, super. C'est Frédéric, ouais. Super. La sieste. La sieste, c'est un cadeau du ciel. Et alors, il y a juste quelques précautions d'usage sur la sieste. Premièrement, jamais faire la sieste complètement allongée, parce que sinon, vous basculez dans un état de sommeil. Donc, c'est mieux de la faire sur quelque chose qui soit plutôt comme, comment on les appelle, à la mer, un transat.
Deuxièmement, ou avec un coussin derrière le dos ou quelque chose comme ça. Deuxièmement, il ne faut jamais faire la sieste au noir parce que sinon, on dérègle nos rythmes circadiens. La sieste, on devrait la faire dans un état de pénombre. Et la troisième chose qui est importante, jamais faire de sieste avec un réveil. Quand vous vous mettez en mode sieste, vous devez vous foutre la paix, tout le monde doit vous foutre la paix et automatiquement, vous allez vous réveiller après 20, 40 ou 60 minutes parce que c'est quelque chose de neurobiologiquement, c'est fait naturellement. Et donc, effectivement, quand on fait la sieste dans ces conditions-là, on va être dans un état qui peut faciliter la production hormonale de hormones en vert et peut vous amener à développer un état de cohérence cardiaque, surtout si quand vous faites la sieste, vous mettez à la sieste en pleine conscience en faisant de la focalisation, comme je vous ai expliqué, sur votre corps. Donc, moi, et je vous dis même une autre chose, c'est que pour répondre à Catherine, si vous commencez à faire ces pratiques, vous vous apercevrez que vous pouvez tranquillement pendant la journée avoir des moments où 1 ou 2 minutes, vous vous mettez là, vous vous foutez la paix dans un coin tranquille, même assis sur une chaise ou comme vous voulez. Même appuyé à un mur, on peut le faire. Les soldats, ils apprennent à le faire appuyé à un mur. Et ça va vous rebooster pour un peu de temps. Donc, voilà, tous les moments sont bons pour se connecter. Votre corps, il les trouvera tout seul si vous lui laissez la possibilité. Merci. Une autre question ou un autre partage? Il y a Lionel qui a levé la main. Oui. On n'entend pas Vas-y, bien. Lionel, pardon. Ouais. Ça va être un problème de connexion avec le casque. Ah oui, ça doit être avec le casque, oui. Ok, et là, vous entendez bien maintenant? Oui. Parfait. Et merci Alessandro. C'est dommage que Fabrice Midal n'ait pas participé à cette session parce que vu le nombre de foutez-vous la paix, je pense qu'il aurait apprécié. Et oui, je le remercie. J'ai oublié de le dire, mais c'est devenu tellement naturel de se dire se foutre à la paix quand on l'a écouté que je te remercie de l'avoir rappelé. Un parallèle par rapport à ce qui a été mis en avant, Alessandro, par rapport à la méditation, ce que tu préconises, qui est simplissime, avec 2 minutes le matin, 2 minutes le soir. Donc, les gens qui pratiquent la méditation, et j'imagine qu'il doit y en avoir dans le groupe, 20 minutes, une demi-heure par jour, où justement, le but, c'est aussi de se foutre la paix, de laisser faire les choses et de respirer pleinement. Donc, on est au cœur de ce que tu préconises. Et là, on n'est pas sur 2 minutes, mais sur une demi-heure. Donc, on est boosté pour la journée. En théorie, si je comprends bien. Ah oui, si effectivement la méditation qu'on fait, c'est une méditation en pleine présence avec une très forte connexion à la dimension physique et pas forcément de la dimension cognitive, c'est quelque chose qui entretient, qui produit et entretient de façon super efficace l'état de flow. Ok, ouais. Super. Et ce qui est intéressant, c'est que à ces moments-là, on peut faire ça à tout moment. On peut faire ça en faisant de la cuisine, en faisant une promenade, ça s'appelle la marche afghane, en faisant du jardinage, en regardant un film. Dans tout moment, on peut avoir cette connexion qui alimente l'état de flow. L'important, c'est d'être dans le ici et maintenant. Et en conduisant, je pense aux gens qui sont beaucoup sur la route. Okay. C'est ma pratique. C'est ma pratique en conduisant. J'utilise beaucoup ça et c'est effectivement très efficace pour ne pas se fatiguer et au contraire avoir des moments pour soi-même. Super. Gildas? Moi, en tant qu'animateur, j'avais juste la question de comment on peut faire vivre un moment de se foutre la paix dans une rencontre à son club. S'il y a des animateurs là, parmi nous, ou si tu as pu l'expérimenter, toi, dans tes expertises. Alessandro, tu peux nous dire, mais il y a aussi Mireille et Catherine. Non, Michel. Ouais. Michel, déjà, toi, tu es une animatrice. Je ne sais pas, Catherine, ou après, je peux vous dire. Mais... Tu peux dire ce que toi, tu as vu dans les clubs et ce qui se pratique. Ça sera peut-être aussi intéressant.
Ben, alors, en fait, ce que j'ai vu dans ton club que je trouvais très intéressant, c'est que tu as commencé comme aujourd'hui par demander aux gens de passer 2 minutes juste en silence et à se foutre la paix et à foutre la paix aux autres. Ça, c'est déjà super utile. Toute la question, c'est que si on reste 2 minutes à voir les hamsters qui tournent dans la tête à vitesse grand V, plus les hamsters ils tournent, plus la cohérence cardiaque se dégrade et plus j'alimente une situation d'état catabolique. Donc, pour répondre à Gildas, moi, je crois que la chose fondamentale, c'est vraiment de faire une expérience aux gens, de voir de façon concrète, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui avec ce logiciel, que la cohérence cardiaque est quelque chose de réel, de scientifique, que ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une lubie de illuminés bobo, comment on dit, qui viennent d'une autre planète. Donc, je crois que le fait de voir concrètement avec un logiciel, c'est utile. Le fait de comprendre quelles sont les implications scientifiques, comme je vous ai montré, de la dimension hormonale, c'est très utile. Et après, Gildas, ce que je voudrais te dire, c'est qu'il n'y a rien de plus efficace dans le monde que la pratique et la discipline. Donc, il s'agit juste de le faire et pas être dans la logique de vouloir obtenir un résultat. Ce qui compte, c'est le faire. Le faire. C'est la pratique. C'est comme quand on va en montagne. C'est un petit pas après l'autre. On arrive en haut, mais il faut continuer à marcher. Et après, si effectivement ça t'intéresse d'avoir une intervention dans ton groupe, moi je serais ravi dans ton club, parce que effectivement ça peut être un moment dans lequel collectivement on prend conscience de quelque chose, on voit qu'il y a différentes personnes qui sont testées avec le capteur et que donc chacun a ses modes différents. Après là, je n'ai pas eu le temps de vous montrer les connexions avec la dimension émotionnelle, parce que la dimension émotionnelle produit des hormones et vice-versa. Et donc, on peut utiliser ça pour aller explorer des questions émotionnelles. Donc, voilà. Mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est de pratiquer de façon régulière, avec discipline, encore une fois, en n'ayant pas d'objectif cognitif ou d'objectif de performance, mais juste en faisant l'expérience de ce que c'est la connexion à soi-même. Très bien, merci Gildas et merci Alessandro. Est-ce qu'il y a une autre question avant de… Oui, Françoise? Alessandro, juste une question. Est-ce qu'il est possible d'être dans un état hormonal catabolique et d'être en cohérence cardiaque? Non. Non, définitivement non. Les deux sont physiologiquement incompatibles. Oui. Ok. Merci. Next. C'est qui n'est pas vrai pour l'inverse. C'est qui n'est pas vrai pour l'inverse. C'est-à-dire, tu peux être en état de cohérence, en état de flow, sans forcément avoir une courbe de cohérence cardiaque parfaite, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Parce que ce qui compte, c'est la dimension hormonale d'abord. C'est la dimension hormonale qui impacte la dimension cardiaque et pas l'inverse. Ok, merci. Et ça se comprend parce que les hormones, c'est ce qui circule dans le corps tout le temps et qui provoque la dimension comment ça s'appelle, la dimension de fonctionnement du cœur. Donc, il faudrait d'abord s'occuper de la dimension hormonale avant de s'occuper de la dimension respiratoire. Parce que si je suis un hormonal très chargé en rouge avec de l'état catabolique, je peux faire toutes les respirations que je veux, je reste en rouge. Pour répondre à Gildas, éventuellement, je te répondrai où on peut se contacter, parce que Gildas, il me demande pour le 13 mai. Donc, alors, avant de nous quitter, il reste 3 petites minutes. Merci pour vos retours sur le chat, merci pour vos présences. Mais avant vraiment de partir, je souhaiterais que vous répondiez à, voilà, qu'est-ce que vous allez mettre en pratique suite
à cette capsule ou pas. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a dérangé? Si des choses vous ont dérangé, ça fait aussi partie des apprentissages. Donc, merci à tous. Merci aussi à Alessandro donc, de ta présence, de ce temps que tu nous as donné pour pouvoir continuer à avancer et à nous ouvrir sur tous les sujets qui nous passionnent au sein de cette communauté. Et puis, peut-être un petit mot pour la fin avant de se quitter, Florence, pour la prochaine capsule que tu as annoncée tout à l'heure, mais je veux bien que tu la renommes pour que nous soyons aussi nombreux la prochaine fois. Merci. J'en profite pour te remercier, Michel, pour cette animation, tout en fluidité et en douceur. Merci beaucoup. Et donc, on se retrouve le mois prochain, ce sera le 29 mars, avec Bernard Flavien, et ce sera animé par Michel Slimani, qui est aussi présent. Donc, voilà, même heure, 11h, 12h30. Et le sujet sera, pour ceux qui ne le connaissent pas, est-ce que tu peux préciser? Autour du concept et des idées. Le lien entre concept et idée. Comment trouver des idées? Très bien, merci Michel. Merci Michel. Au plaisir de vous Merci retrouver le 29 mars. Bonne journée. Merci à tous. Merci. À la prochaine. Merci à vous toutes et tous. Merci Alessandro. Bon appétit à tout le monde. Et bonne Merci vacances. Alessandro. À bientôt. Merci Michel, Lionel.